Bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes fédérales. Et aujourd'hui, notre invitée, c'est Laure Jaton. Bonjour madame. Bonjour. Vous représentez, donc vous êtes municipale de la magnifique petite ville de Morges, au bord du lac Léman. Vous avez 56 ans et vous représentez le Parti Socialiste. Et vous êtes donc sur la liste principale, 19 candidats je crois, du Parti Socialiste. Parce que comme tous les grands partis, en tout cas, on a vu ça avec le PLR, on a vu ça avec d'autres, il y a plusieurs listes. Il y a des jeunes, il y a des listes affiliées. Oui. Nous, on reçoit des candidats des listes principales et vous êtes représentante. Évidemment, vous n'êtes pas la seule femme, on y reviendra bien évidemment, mais vous faites partie des femmes du parti. Et vous n'êtes pas la plus connue, on est très content de vous recevoir, parce que vous n'êtes pas la plus connue, en tout cas, sur la scène vaudoise des femmes socialistes vaudoises, on peut le dire ça. Oui, vous avez le droit de le dire. Mais par contre, vous êtes bien connue à Morges, ça, il n'y a pas de souci. Et vous allez pouvoir nous en parler, parce que justement, quand même, vous avez un certain parcours politique, une certaine expérience politique derrière vous, et donc vous laisse l'occasion de vous présenter et de dire un peu aux électeurs qui vous êtes, ce que vous avez fait. Ok, très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, comme vous l'avez dit, je suis Laure Jaton, j'ai 56 ans. J'ai une formation à la base de juriste, mais j'aime bien dire juriste droit public. Et puis, j'ai travaillé plusieurs années au Bureau d'égalité entre les femmes et les hommes. On va faire des liens avec ça lors de l'entretien. J'imagine très bien. Non, pas trop vite dans vos aspects, j'imagine très bien. Et puis sinon, j'ai travaillé dans d'autres collectivités publiques, dans d'autres communes. Donc, j'ai toujours été orientée quand même assez droit public. Et je fais de la politique depuis un certain temps. Et maintenant, depuis cette législature, en effet, je suis municipale à Morges, direction de l'urbanisme, construction et espace public. C'est un domaine que je connais bien parce que j'ai beaucoup aussi travaillé en tant que professionnelle dans ce domaine. Sinon, je fais de la musique baroque. J'ai 4 enfants, 3 petits-enfants, un chien et évidemment des tas d'autres activités, même si la politique me prend quand même passablement de temps. D'autant plus que vous êtes sur les listes des élections fédérales, donc voilà. Là, pendant les prochains mois, vous allez être occupé en tout cas. Oui, exactement. Et je viens d'être désignée comme députée au Grand Conseil avec une première assermentation le 22 août. Je me réjouis beaucoup. Ouais, alors là, du coup, donc, vous avez un certain nombre d'engagements. Qu'est-ce qui vous a poussé? Donc, j'imagine que vous avez été au Parti Socialiste tout le temps, vous n'avez pas spécialement changé, vous avez un peu varié. Alors écoutez. Alors allons-y parce que... 56 ans, c'est que j'ai un passé derrière moi. Alors expliquez-nous. Non, quand j'étais très jeune, parce que je viens d'une famille libérale à la base, donc quand j'ai fait mes toutes premières armes chez les jeunes libéraux. Ça s'appelait comme ça à l'époque, il n'y avait pas jeunes libérales, jeunes libéraux, mais j'ai assez vite compris que ce n'était pas mon truc et j'ai viré. Et disons que je suis vraiment de gauche depuis, depuis toujours, c'était une erreur de jeunesse, on peut le dire. Depuis votre politisation adulte, on va dire. Ouais. Pardon ? Depuis votre politisation en tant qu'adulte. Ouais, mais je crois que même au fond, j'avais déjà des velléités et des valeurs de gauche que je défendais. Et puis, je fais vraiment de la politique active depuis les années 2000. Après, je me suis arrêtée puisque je travaillais beaucoup. Et puis, j'ai repris pour l'ancienne législature avec Crescendo, comme quoi les carrières, parce que j'ai un vécu... assez traditionnel. J'ai pas travaillé toute ma vie, j'ai fait des études et je me suis arrêtée pour élever mes enfants. Mais comme quoi, on peut se rattraper et à 56 ans, c'est pas trop tard, ce qui est tout à fait gratifiant pour moi en tout cas. Est-ce que c'est votre première campagne fédérale, en tout cas à ce niveau-là, sur une liste principale Oui, pour campagne fédérale, j'ai fait 2 campagnes cantonales, mais campagne fédérale, c'est la première fois. Donc quelque part, malgré votre expérience et votre parcours riche, on peut toujours faire des nouvelles choses à 56 ans, ce qui est magnifique. Oui, et donc vous êtes la première fois que vous vous lancez dans une campagne fédérale. C'est pour ça qu'on est ravis de vous recevoir, parce que ça fait aussi un roulement au niveau des têtes, et c'est toujours des profils très intéressants. Donc justement, cet engagement au Parti Socialiste a été fait vaudois et date maintenant, vous avez de plusieurs années avec des législatures, des engagements. Qu'est-ce que vous retenez de ce parcours, on va dire, tumultueux au niveau politique, avec des arrêts, des reprises, des engagements divers et variés? Qu'est-ce que vous retenez de ce parcours pour l'instant, de ce que ça vous a apporté dans votre engagement? Vous retenez pour l'instant cette expérience, on va dire, à une échelle plus locale, puisqu'on va parler des élections fédérales, donc c'est à l'échelle de la Suisse, mais au niveau local et aujourd'hui cantonal. Mais en fait, moi, je fais de la politique parce que j'ai des valeurs. Et j'ai des valeurs assez fortes que je défends assez fortement. Et pour moi, c'est assez logique, en fait, de me battre pour défendre ces valeurs. Donc, c'est avant tout, vraiment... Et puis, j'ai j'ai un sens du service public assez développé, que je l'ai vu aussi dans ma profession. Donc, c'est vraiment intrinsèque à moi, à moi-même.
Et je ne me voyais pas, à un moment, voilà, j'ai beaucoup travaillé, encore une fois, pour des collectivités publiques à l'interne, mais l'avantage de la politique, c'est que le spectre est beaucoup plus large. Beaucoup plus large. On peut vraiment, et puis c'est aussi ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je me réjouis aussi d'entrer au Grand Conseil, c'est qu'on peut vraiment défendre ses valeurs haut et fort, oser affirmer des postures au sein avec le soutien d'un groupe, puisqu'on est toujours, en tout cas au PS, la solidarité est quand même importante. Et pour moi, c'est vraiment ce qui a fondé mon engagement politique. Puis après, je dois quand même le dire, c'est plus facile pour une femme, enfin encore aujourd'hui, peut-être un petit peu moins pour la jeune génération, mais quand on élève des enfants, quand on doit travailler à côté, parce que la politique, ça prend du temps. Donc la politique active, ça prend énormément de temps si on veut vraiment s'impliquer. Et je pense que ça, c'est aussi une caractéristique encore féminine, c'est qu'on veut connaître les dossiers à fond. Et c'est vraiment un engagement de tous les instants qui est nécessaire pour pouvoir marquer le territoire et puis pour pouvoir défendre ses valeurs auprès de la population puis avoir l'impression qu'on peut faire avancer certaines choses. Donc oui, effectivement, de cet engagement. Et au niveau des compétences, parce que j'imagine qu'un parcours politique dans un certain nombre d'institutions, donc non seulement dans votre parcours professionnel, mais également dans vos différents engagements politiques, j'imagine qu'on développe un certain nombre de compétences, un certain nombre de réseaux. Qu'est-ce que vous pouvez faire valoir? Parce que contrairement à de nouvelles têtes qui approchent, il y en a beaucoup dans cette élection, on est très content de le recevoir, vous avez le temps de tisser un certain nombre de liens, de réseaux, d'informations, de connaissances aussi. Qu'est-ce que ça vous... Quelles sont les principales compétences que vous avez pu apprendre ou mobiliser durant tous ces mandats et ces différentes positions au sein des différents spectres politiques dans le canton de Vaud? Moi, je dirais qu'en tout cas sur notre liste au PS, tous les profils sont intéressants, mais qui recoupent en effet des compétences différentes. Moi, j'ai la chance quand même d'avoir des compétences institutionnelles assez prononcées, puisque j'ai travaillé au canton, je vais y retourner, je travaille dans une commune. Ça, c'est peut-être un avantage d'être juriste, c'est qu'on connaît bien les mécanismes de fonctionnement et comment faire pour faire avancer certaines thématiques. Après, voilà, à 56 ans, on arrive avec une expérience de vie qui, je pense, est porteuse, mais comme une personne jeune est porteuse d'un avantage avec la jeunesse et être plus dans le cadre, moi, vraiment, je pense que j'ai un vécu quand même par rapport à... vous avez compris, je suis féministe, et pour moi, c'est pas une honte de le dire. Au contraire, et puis j'ai vraiment un parcours qui vient d'une situation assez traditionnelle, quand même, où j'ai fait des études, j'ai arrêté de travailler alors que mon mari travaillait, j'ai eu des enfants, puis j'ai dû retourner sur le marché du travail. Et je pense que cette expérience-là, voilà, elle est porteuse. Et puis, au niveau du Conseil national, moi, ce que je trouve quand même intéressant, c'est d'avoir des personnes de terrain. Or, quand on fait de la politique au niveau communal, on est vraiment en lien avec le terrain. Tous les jours sur le terrain. Donc, on voit... Non, mais on est non seulement sur le terrain, mais on entend le terrain. Ah oui. On voit la préoccupation des gens qui nous parlent. On se rend compte de ce que ça signifie, une baisse du pouvoir d'achat, etc. Et je pense que ça, c'est quelque chose que je peux amener avec aussi des valeurs très prononcées. J'ai pas... voilà, je suis quelqu'un de très franc et puis bien à gauche. Non mais alors ça c'est pas un souci, on est là justement vous êtes là pour défendre votre point de vue. On a dit, on a entendu toutes les valeurs, il y en a certaines qui étaient moins affirmées, d'autres qui étaient plus affirmées dans tous les camps, donc vous n'êtes ni la première ni la dernière, et c'est ce qu'on espère d'ailleurs, c'est pour la santé du débat public d'avoir des opinions qui sont bien affirmées, comme ça on peut échanger sur les différents points de vue. Dernière question avant de passer à la deuxième partie. Est-ce que parce que vous avez dit, vous avez fait des enfants, vous êtes aujourd'hui grand-maman, vous avez des petits-enfants, est-ce que ça a changé quelque chose au niveau de votre engagement ou de votre vision? Est-ce que ça a fait évoluer les choses? Je me dis, peut-être que sur cette question-là, autre, ou alors au contraire, ou alors non, pas particulièrement, je dissocie vraiment mon engagement public, mon engagement politique de ma vie privée, ma vie familiale. Est-ce que c'est-à-dire, maintenant en tant que grand-maman, j'ai aussi envie de me battre pour certaines valeurs pour la génération suivante parce que je l'incarne directement, quoi. Alors oui, j'ai envie de m'engager pour la génération suivante, mais franchement, je
crois pas que c'est parce que j'ai des petits-enfants. Je veux dire, moi, je pense être une personne relativement ouverte et qui garde... Alors, l'avantage d'avoir des enfants, peut-être, c'est qu'on garde le contact avec la réalité de la société, etc. Mais j'ai Avec aussi... les plus jeunes Mais générations. j'ai aussi des amis qui ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants, qui n'ont pas pu en avoir et qui sont tout à fait en lien. Donc, je pense que c'est plutôt une question d'ouverture d'esprit, d'écoute, de ne pas se renfermer sur soi. Après, ben, évidemment, moi, j'aime bien faire de la politique et de pouvoir l'exemplarifier, c'est-à-dire de pouvoir tirer de l'enseignement, parce que je pense que c'est important. Et pour parler aux gens et pour parler à la population, il faut aussi qu'on cite des situations concrètes. Mais ça, on a des situations concrètes tous les jours, qu'on ait des enfants ou pas d'enfants. Donc non, pour moi, je ne crois pas que ça soit particulièrement... Une source d'influence particulière, quoi. Non. Mais par contre, c'est vrai que vous avez un point important, c'est que du coup, comme vous avez cet aspect dans votre vie privée, qui n'a pas forcément tous les autres candidats ou candidates, c'est vrai que du coup, vous avez aussi un retour du terrain sur ce qui se passe au niveau de la vision des jeunes, certaines préoccupations directement au sein de votre famille. Et ça, c'est toujours intéressant et riche d'enseignements. D'ailleurs, en parlant des thématiques qui vous sont chères, on va pouvoir passer à cette deuxième partie, justement. Pour vous, en 2023, dans le débat public, dans cette élection fédérale, qui justement permet de mettre les différents débats citoyens et questions citoyennes sur l'avant de la scène, quelle est pour vous une ou plusieurs thématiques que vous souhaiteriez défendre et mettre au centre du débat dans cette élection, justement? Alors, la thématique majeure du Parti socialiste, mais qui est aussi la mienne, c'est bien pour ça que je suis au Parti socialiste, aussi, c'est la justice sociale. Et je pense que découle de la justice sociale énormément de grandes sous-thématiques qui me sont plus ou moins proches. Donc cette question de la justice sociale, comment elle se découpe selon vous, avec quels sont les grands axes qui concernent le développement de cette question de la justice sociale, c'est avec d'engagement sur la justice sociale en Suisse? Quelles sont les grandes thématiques, les grands sujets, qu'est-ce que ça représente? Parce qu'on dit justice sociale, c'est un peu un grand thème, mais concrètement au niveau pratique, qu'est-ce que ça représente la justice? Qu'est-ce que vous entendez par ça? Avant de qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que c'est? Oui, qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire c'est un partage des richesses, ça veut dire un spectre entre la plus riche et la plus pauvre qui est quand même relativement égalisé pour qu'on puisse ne pas partir dans les extrêmes. Or, moi, j'ai le sentiment que ces dernières années, la société, ou en tout cas ce qui a été mis en place justement au niveau fédéral, a tendance à focaliser et à développer justement ce spectre de la richesse. Et pour moi, ça, c'est vraiment une problématique. Et je pense qu'en tant que société, on ne peut plus. Alors, évidemment, on n'arrivera jamais, je ne suis pas quand même utopique, à un partage absolu de la richesse, mais quand même pas de tels grands écarts qu'on a aujourd'hui. Et puis pour moi, vous avez compris, une des thématiques, c'est l'égalité entre les genres. Donc, c'est pouvoir diminuer l'écart ou l'inégalité entre les femmes et les hommes, que ce soit au niveau salarial, au niveau du parcours de la profession, de la professionnelle, etc. Moi, je soutiens largement une association qui s'appelle l'Action Parrainage, qui soutient des jeunes migrants non accompagnés. Et grâce à cet engagement que j'ai pris en accueillant des mineurs non accompagnés, ça m'a ouvert les yeux sur la problématique de la migration. Et là aussi, je suis assez sidérée de voir qu'il y a toute une frange de la population qui n'a pas accès à certaines choses, qui arrive ici après un parcours migratoire absolument épouvantable et puis à qui on met les bâtons dans les roues. On arrive dans le canton de Vaud, on a la chance quand même d'avoir un accueil pour les mineurs qui est en tout cas très qualitatif et certains arrivent à s'en sortir. Mais typiquement ça, pour moi, c'est de l'injustice sociale qu'il faut absolument combattre. Parce qu'il y avait, on fait d'accord, vous avez fait un lien, on va dire, un peu rapide. Moi, j'étais resté encore sur... non, je vous explique, parce que j'étais encore resté sur les égalités hommes-femmes. Oui. Et vous avez tout de suite passé sur la migration. D'accord qu'il n'y a pas de lien, ça fait partie de la justice sociale, tout mais vous avez switché tout de suite d'un sujet à l'autre, mais on va un peu revenir. Alors, on va reprendre ces différentes thématiques de la justice sociale l'une après l'autre. Alors, d'abord, au niveau des écarts salariaux, on avait notamment discuté avec une candidate à votre place de certaines mesures qui pouvaient être mises au sein des entreprises pour éviter que, par exemple, un cadre dirigeant gagne, je ne parle pas de petites PME, je parle vraiment de grandes multinationales, que certains cadres dirigeants gagnent peut-être 150, 200, 250 fois le salaire du plus petit employé. Est-ce que
quelles mesures, en tout cas au niveau législatif, au niveau des politiques publiques, puisque c'est ça de quoi on parle, on peut mettre pour... quelles solutions peuvent être mises en place pour limiter justement, pas faire que tout le monde soit à égalité, mais que limiter justement ces gouffres qui se creusent justement en plus au niveau des écarts de richesse dans la population. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Est-ce qu'on met des minimums d'écart? Est-ce qu'on met un salaire minimum? Qu'est-ce qu'on met? Ouais, alors, oui, le salaire minimum, c'est une des premières choses, je pense, qui peut être mise sur pied. D'ailleurs, le Parti socialiste est en train de récolter des signatures pour lancer une initiative cantonale vaudoise pour un salaire minimum. Mais vous me disiez rebondir sur l'égalité entre les femmes et les hommes au niveau salarial. Et typiquement, là, aujourd'hui, après des années... après lesquelles l'article constitutionnel et la loi sur l'égalité sont entrés en vigueur, on voit qu'on n'arrive toujours pas à cette égalité. Et on peut mettre des tas de pseudo-contrôles, des tas d'incitations, y compris dans la loi, on voit que ça ne fonctionne pas. Donc moi, je suis assez favorable à des mesures qui ne sont plus des mesures d'incitation, mais des mesures d'obligation. Donc typiquement un contrôle obligatoire des salaires, et parce qu'on se rend compte que la bonne volonté des uns et des autres ne suffit pas. Et puis je pense que l'inégalité sociale, c'est pas que l'inégalité salariale, c'est aussi l'inégalité par rapport aux coûts. On peut parler des loyers, on va parler des transports publics, du coût des transports publics, on peut parler des structures d'accueil, on peut parler de l'accès à l'aide sociale qui n'est pas toujours facile pour des personnes qui sont dans une situation dans laquelle elles pourraient peut-être y avoir accès, mais l'accès est compliqué, difficile, voire impossible. C'est un panel de mesures qui doit être mis sur pied pour qu'on ait une société qui soit plus égalitaire et avec moins d'injustice sociale. Je pense que on peut faire du pointillisme, mais avec des mesures qui sont quand même des mesures concrètes et pas les incitations. Ça, c'est pas non plus tellement dans l'ADN du Parti socialiste que de faire des incitations, mais plus des mesures concrètes. D'accord, mais justement, je vais poser une question au niveau de ces écarts entre salariaux en termes de conditions sur le marché du travail entre les hommes et les femmes. On est d'accord on peut faire quand même en Suisse, par rapport à d'autres pays où ce n'est pas encore le cas, on peut quand même faire en Suisse un distinguo entre le domaine public et le domaine d'entreprise privée. Parce que moi, à moins que j'ai raté un épisode, quand on signe un contrat dans le domaine de l'administration publique ou un domaine public, je ne sais pas, par exemple un professeur ou un enseignant ou quelque chose comme ça, on est bien d'accord que c'est la qualification est au poste et qu'il n'y a pas, en tout cas dans le domaine public, aujourd'hui, il n'existe plus de discrimination entre les hommes et les femmes. Alors là, je pense que vous vous trompez. Alors expliquez-moi pourquoi. Parce qu'en fait, le salaire, c'est pas juste une grille salariale avec une personne, puis pouf, on la met sur une grille salariale, puis on détermine un salaire. Et très souvent, la discrimination salariale, elle se fait au moment de la fixation du salaire. Parce que vous avez travaillé dans une entreprise dans l'administration publique, donc je pose la question. Oui, mais comme j'ai travaillé au Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui travaillait justement sur cette thématique de comment lutter contre la discrimination salariale, parce qu'il y a d'autres discriminations. Là, je me concentre vraiment sur Alors, la discrimination salariale, en fait, quand on fixe un salaire, et aujourd'hui, on a fait des progrès, mais encore une fois, il y a la fixation du salaire. Où est-ce que vous vous mettez? Il y a certes une fonction, un salaire. Il y a des barèmes qui existent. Il y a des barèmes, mais après, il y a des classes. Donc, il y a des échelons. Et puis, alors, sans parler des professions typiquement féministes, les professions de soins qui ont des barèmes inférieurs aux professions masculines qui, elles, ont des barèmes potentiellement supérieurs, mais il y a où est-ce qu'on vous fixe, où est-ce qu'on vous met dans une classe. Et puis là, alors on se rend compte que souvent, encore une fois, les personnes qui sont en charge de fixer des salaires, mais pas par volonté. On n'a pas la volonté de se dire je veux fixer un salaire inférieur pour une femme, mais on a ce qu'on appelle, et quand on doit fixer des salaires, quand on doit embaucher, on doit mettre des lunettes genre pour être conscient des biais. Et puis un des biais, c'est les analyses des parcours. Et très souvent, les femmes ont des parcours qui sont moins linéaires que ceux
que ceux des hommes, et on aura tendance à moins compter les années d'expérience des femmes que celles des hommes, ou alors à les pondérer. Alors moi j'ai des exemples à l'état de Vaud de femmes qui ont été engagées, qui avaient dans des professions où vous n'avez pas la possibilité d'avoir une formation spécifique, où c'est plutôt de l'expérience et des compétences, et puis lorsqu'on regardait la fixation du salaire, on se rendait compte que les expériences qui étaient pourtant tout à fait utiles au poste n'avaient pas potentiellement été calculées à 100%, mais à 50%, parce qu'en fait, vraiment, sans même penser aux années où les femmes travaillent à temps partiel parce que la crèche coûte cher et puis qu'elles n'arrivent pas à maintenir à 100%, puis que malheureusement, c'est encore les femmes qui le baissent. congé maternité. Ouais, mais non, puis qui baissent leur taux de travail. Et puis, l'expérience, elle est comptée au pourcentage. Donc, vous avez une expérience à 80%, elle compte sur 80%, elle ne compte pas à 100%. Donc, tout ça, et puis ce qu'on sait aussi, c'est que quand la fixation du salaire est inférieure, on ne la rattrape jamais. Voilà. Donc, les discriminations existent encore, y compris dans le domaine public, moindre, mais je pense qu'il y a encore à faire, mais c'est plus sur l'analyse de la candidate, et puis jusqu'à... maintenant, c'est en train de changer avec les nouvelles générations, mais les femmes n'osaient pas négocier leur salaire. Parce que ça restait quand même... Vous savez, moi, j'ai quand même entendu... C'est un trait de caractère aussi. Ouais. Non, c'est pas un trait de caractère. Non, c'est de la socialisation. Mais moi, j'ai quand même entendu pendant mes études et après que l'emploi de la femme et le salaire de la femme, c'était le salaire d'appoint. Et puis, ce qui était important, c'était le salaire du mari ou de l'homme. Et puis, donc du coup, quand on entrait dans une... On n'osait surtout pas avoir la posture d'exiger. On est tout le temps en retrait. Et ça, c'est des biais de genre qui doivent être... qui découlent de l'éducation qu'on donne aux filles et aux jeunes filles et puis au cours de la formation, et ça découle aussi des employeurs qui doivent absolument faire attention à ce qu'on appelle les biais de genre. Et là, je pense qu'il y a encore à faire. Et au niveau des biais de genre, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question au niveau de la formation, dans le sens où certains types d'emplois naturellement plus pourvus, en tout cas plus recherchés par un genre par rapport à l'autre, vont avoir des valorisations salariales plus élevées? Je pense à certains métiers techniques, je pense à certains métiers avec des pénibilités élevées. Vous avez parlé d'énoncés, et à juste titre, là je vous rejoins complètement sur cette question-là, de la sous-salarisation, en tout cas la sous-rémunération des métiers en rapport avec les soins, qui sont majoritairement encore aujourd'hui occupés par des femmes, et ça, voilà, même si elles travaillent à 100% ou 80, ou ouais. Est-ce qu'il n'y a pas justement, peut-être c'est mal compris, ou certains métiers, voilà, je pense que vous avez compris ma question, mais est-ce que c'est pas aussi un biais par rapport à ça, c'est-à-dire on va peut-être encourager les jeunes filles à poursuivre des formations qui potentiellement amènent à terme des rémunérations plus élevées? Moi, idéalement, il faut que jeunes filles et jeunes hommes fassent le métier qu'ils ont envie de faire. Voilà. Ça c'est l'idéal. Naturellement, il y a... mais c'est pas naturellement, c'est suite à une certaine forme de socialisation et puis de formation quand même à l'école, etc. Il y a encore... Toute la société est encore stéréotypée, mais je jette la pierre à personne parce que même moi, je le suis. Enfin, je veux dire, on a été éduqués, la société a encore des biais patriarcaux. Donc, il faut mettre des mesures sur pied, mais autant les filles doivent s'orienter dans des métiers techniques, mais en fait là où elles ont envie d'aller. Oui, on ne va pas les obliger. Non, on ne va pas les obliger, mais quand on regarde le ratio à l'EPFL entre étudiantes et étudiants, il y a quand même, et c'est pas parce que les filles n'aiment pas les maths. Non, c'est un gouffre. Voilà, etc. Mais il y a aussi des jeunes hommes qui n'osent pas aller dans les soins ou dans les soins à la petite enfance, etc. Parce que c'est pas quelque chose qui se fait vraiment, et puis parce qu'on attend autre chose. Mais ça, c'est aussi en train de changer. Donc moi, j'ai ma génération, je vois mes enfants, et je vois qu'il y a un immense écart. Donc ça, je pense qu'il y a vraiment des progrès qui ont été faits, mais socialement, sociétalement, on doit encore faire des rattrapages. Et comment vous expliquez dans l'autre sens, où j'avais lu une étude, pour le coup, c'est pas un propos de moi ou un propos de bistrot, c'était une enquête qui a été faite, où dans un métier, quand il est trop fortement, je renverse la question, dans un métier, quand il est trop fortement féminisé, entre guillemets, alors à tort, à raison, ça c'est pas la question, quand il est trop fort pris par les femmes, les hommes n'osent pas y aller, ou les hommes fuient ce genre de milieu professionnel. Elle a montré que quand c'est 50-50, il n'y a pas de souci, mais quand un taux est trop élevé, j'imagine que c'est aussi pareil dans l'autre genre, il y a une non-volonté, en tout cas une fuite
de la part de l'autre genre quand il est, entre guillemets, trop en minorité. C'est ça, c'est le problème de la minorité. C'est pas facile d'être seul. C'est pour ça. Parmi, mais dans les deux camps. Oui, dans les deux camps. On parlait de l'autre, pas plus tard que hier, avec un journaliste, un de vos collègues, qui parlait de sa formation et qui a mon âge, donc il parlait de quand il était au collège, il avait voulu apprendre l'italien, on allait en moderne et on avait dit non, mais il n'y a pas de... Les garçons ne vont pas en moderne. Donc pour lui, il s'y était retrouvé, c'est pas si simple d'être minorisé. Mais je vous dirais que c'est pas si simple non plus pour une femme. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer une jeune femme qui était électricienne et qui voulait travailler comme électricienne de réseau, donc sur les gros pylônes. Je peux vous dire qu'en fait, quand elle allait travailler, elle n'osait pas se maquiller, etc. Puis que c'était qu'une fois parce qu'elle était qu'avec des hommes et que c'était pas simple. Ça, voilà, bien, ouais. exactement. Donc c'est vraiment dans les deux, c'est autant pour les garçons que pour les filles, c'est dans chaque milieu. On estime qu'on commence à être bien à partir de 30%. Et puis c'est la même chose en politique. Pour les femmes, c'est beaucoup plus facile d'intégrer, notamment par exemple le Parti socialiste, qui est parfaitement paritaire, parce qu'on se sent bienvenu, puis qu'on se sent entre soi. Quand vous avez une femme sur une liste avec 18 hommes, c'est pas simple. Est-ce que c'est encore difficile aujourd'hui, en 2023, en Suisse, de recruter, en tout cas d'avoir des femmes qui sont motivées? Je pose cette question parce que je fais cette série Femmes fédérales justement pour parcourir un peu ce spectre-là. Est-ce que c'est encore difficile? Alors je ne parle pas spécialement du Parti socialiste parce que le Parti socialiste est assez bien garni au niveau. Mais est-ce que c'est encore difficile? Moi je pense à des listes, je prends une liste au hasard sans la nommer l'UDC, où sur les 19 candidates de la liste principale, les 19 candidats, il y a trois femmes. Ouais. Je vous laisse aller poser la question à l'UDC parce que vraiment. Est-ce que c'est difficile à recruter? Je pense que c'est pas difficile à recruter, mais il faut les recruter, puis il faut avoir la volonté de les recruter, il faut avoir la volonté d'avoir des femmes sur la liste et puis d'avoir une répartition paritaire ou en tout cas avec une double représentation. C'est clair que si vous avez un parti qui n'a pas véritablement cette volonté, on a quand même encore l'impression que les femmes sont des électrons libres, j'imagine bien que c'est pas simple. Mais moi, je peux pas parler pour l'UDC. Ce que je peux vous dire, c'est que franchement, pour le PS, non, c'est pas difficile de recruter. Ce qui est difficile, par contre, c'est de recruter des jeunes, des jeunes femmes ou hommes d'ailleurs, quand ils ont une charge de famille. Et ça, c'est aussi une problématique qu'on doit se poser. Parce qu'on se rend compte que là, ça commence à être un frein, parce que simplement, la politique, ça prend énormément de temps, avec des horaires de 7h du matin jusqu'à très tard le soir, et que là, on a parfois de la difficulté à concilier la vie professionnelle et la vie privée, donc la vie politique avec la vie privée. Et ça, je pense qu'on peut encore, nous, faire des efforts pour mettre sur pied des mesures qui permettent justement d'avoir cette représentativité plus complète, en fait, parce que c'est ça qui est intéressant. Et au niveau, justement, vous parliez de cette vie de famille. Moi, je rebondis sur cette question des inégalités ou de la recherche d'égalité, appelons ça plutôt comme ça, entre les hommes et les femmes. Il y a beaucoup d'élus ou de candidates qui parlent aujourd'hui, qui aiment, de droite comme de gauche d'ailleurs, qui mettent en avant la question du congé parental. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui peut, par exemple, aider au niveau non seulement des carrières professionnelles, mais également de l'engagement politique, vous venez de dire, à avoir un congé parental qui soit justement plus égalitaire, peut-être plus conséquent, mais plus large, mais pourquoi pas, ça dépend des visions, et peut-être plus égalitaire dans le sens où d'avoir 14 semaines pour la maman, actuellement, je parle de la loi actuelle, 14 semaines pour la maman et 2 semaines pour un papa, ce qui était déjà un progrès par rapport à l'époque où mon père m'a eu, où c'était deux jours, et encore pas toujours suivant comment. Comment est-ce qu'on serait cette question du congé parental? Quelle est votre vision et votre moment de la proposition? J'ai entendu des propositions de gauche qui allaient jusqu'à 24 semaines, 26 semaines à se répartir en gardant un minimum de 8 ou 10 semaines pour la maman, bien évidemment, parce que c'est quand même elle qui subit l'attaque biologique, on va dire, les affres biologiques de cet effort de la naissance. Pour moi, c'est essentiel. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir une fille qui vit en Espagne et puis qui a testé le congé parental, qui a testé le congé paternité. Il est comment en Espagne? Alors, en Espagne, je crois que c'est 12 semaines.
Et je pense que c'est juste c'est une autre façon de vivre l'accueil d'un enfant dans une famille. D'abord, ça permet vraiment au père de participer à l'accueil de cet enfant, puis ça c'est aussi essentiel. Beaucoup Parce s'en que je plaignent, pense hein. que, mais oui, je pense qu'il y a des tas de pères. On a beaucoup parlé, mais le partage des tâches et le partage de la tâche parentale, mais aussi, c'est ça, c'est d'abord permettre à chacun de s'investir auprès de son enfant, et puis pour la poursuite de la carrière de l'un et de l'autre, être à égalité par rapport au congé, c'est essentiel. Et puis la vision de l'employeur aussi. C'est normal qu'un homme, quand il devient père, eh bien, il parte pendant un certain nombre de semaines et puis l'employeur s'organise et ça va très bien. Et pour moi, alors bien sûr que c'est extrêmement important au niveau de la carrière, mais carrière, donc tout ce qui est hors, je dirais, structure familiale, qui peut être à un moment donné un peu étouffante pour la carrière ou pour la vision politique. Alors ça, pour moi, c'est ça. Et puis bon, évidemment, les structures d'accueil, avec alors son liste d'attente, son crainte pour les parents, et puis une prise en charge, que ça soit une vraie politique publique, que la prise en charge des enfants soit considérée comme une vraie politique publique et non comme un soutien à des familles qui ont des enfants. Je pense que ça, parce que c'est une politique publique, parce que ça sert à toutes et à tous. Je veux dire, des femmes qui peuvent super former, aussi celles qui le sont moins, mais dans lesquelles l'État a investi pour les formations, qu'elles puissent revenir travailler le plus rapidement possible et le mieux possible. Je veux dire, c'est une économie pour toute la société. On n'arrête pas de nous dire qu'on n'a pas suffisamment de main-d'œuvre, etc. Le vivier, il est là. Et pour ça, il faut avoir... ça, je vais faire sûrement crier certains et certaines, mais moi, je veux dire, le modèle français ou espagnol, justement, de l'école qui commence à 2 ans et demi, c'est pas si mal. Je veux dire, pour les familles, c'est cool. Des pays nordistes, Ouais, au niveau du congé parental, où ils ont une année à se répartir en fonction des emplois du temps, en fonction des carrières, en fonction des envies. Donc, on pensait que là-dessus, il faudrait avoir une politique un peu plus progressiste. Oui, clairement. Et donc au niveau des... après, il y a aussi ce qu'on entend aussi dans le camp adverse, et je finis là-dessus avant de passer à la partie suivante. On entend aussi beaucoup dire que... même des femmes de droite qui sont tout à fait favorables à ça, mais par contre elles disent oui mais ça coûterait tant et tant et tant et tant en termes de finances publiques, et que les finances publiques des fois il faut y faire attention. Donc aussi comment est-ce qu'on finance, parce que tout le monde, je pense que pas beaucoup de monde, en tout cas dans les familles, ne serait pas d'accord de dire on voudrait avoir plus de crèches, on voudrait avoir plus de congés parentaux. Je pense que c'est quelque chose qui est assez... unanimement reconnu. Exactement. Oui, la question c'est comment est-ce qu'on le met en place, comment est-ce qu'on le finance, Je vais le faire le parallèle avec les transports publics, vous m'excuserez. C'est la même chose. On veut développer les transports publics, mais on ne veut pas les payer. Donc on veut développer l'accueil de l'enfance, mais on ne veut pas payer. C'est pour ça que je dis, moi, je pense qu'il faut vraiment le considérer comme étant une politique publique, et n'importe quelle politique publique a un coût. Entretenir le réseau routier. Alors, moi, je vais vous dire, c'est un coût. On ne remet pas en question la nécessité d'entretenir le réseau routier, et on entend même qu'on va le développer. Pourquoi est-ce que l'accueil de l'enfance n'est pas également considéré comme tel? Et puis, moi, là où je pense qu'il faut arrêter de se focaliser sur le coût direct. Oui, accueillir un enfant, ça a un coût, etc. Mais quelle est l'économie, ou au contraire, quelle est la perte qu'on fait si ici il n'y a pas de possibilité de garde? Moi, je me souviens qu'à un moment donné, il y a eu tout un débat par rapport aux femmes médecins. Ces femmes médecins, il y en a la majorité. Enfin, maintenant, je crois que même en médecine, elles sont majoritaires. Elles sont majoritaires à finir les études. Et puis, je me souviens que c'était un débat à l'état de veau, parce que de nombreuses femmes ne travaillaient pas ou travaillaient pas à 100%, alors qu'on avait payé tellement cher cette formation. Pourquoi elles ne travaillaient pas à 100%? Juste parce que la conciliation vie professionnelle, vie privée n'était juste pas possible. Et pourquoi c'était pas possible? Parce que quand vous commencez à 6h du matin, votre garde, c'est la même chose pour les infirmières, mais que la crèche, et encore faut-il avoir une place, ouvre à 6h30 ou à 7h, vous faites quoi?
Voilà. Et puis quand vous avez des piquets, etc. Donc tout ça, c'est des coûts. Moi, j'aimerais qu'on me sorte les coûts globaux. Et d'ailleurs, ça a été fait. Le Bureau de l'égalité l'avait fait. Sauf erreur, c'était un franc coûte plus qu'il ne rapporte, un franc investi. Et puis la femme qui travaille, c'est de la richesse pour le pays. Enfin, c'est moins de coûts, etc. Donc oui, ça coûte. Mais pour moi, c'est pas un problème. Enfin, je veux dire, la gauche ne défend pas. Pour moi, il est normal qu'on gère pas des finances publiques comme son porte-monnaie au marché. Parce que j'ai entendu ça de la part de certains PLR, il faut gérer la collectivité publique comme son porte-monnaie, quand on n'a plus, on ne dépense plus. Ben non, moi je pense que l'État, la finance publique, c'est pas ça. Ouais, là pour le coup on a une vraie vision qui dit non mais c'est bien parce que ça permet aux électeurs après de se... Si tout le monde dit la même chose c'est un peu embêtant. Là pour le coup il y a des vraies différences. Donc les électeurs, les gens qui écoutent cette vidéo et qui ont la chance de voter dans le canton de Vaud vont pouvoir se déterminer. Vous parlez de la mobilité, ça me permet de faire une magnifique transition. On voit que ça a été bien préparé cette émission quand même. Ça a été bien préparé. Je me demande qui a préparé cette émission. Vous parlez de la mobilité. On pourrait parler des dossiers de Morges avec une autoroute qui traverse le milieu de la ville, mais bon, c'est pas tellement d'actualité, donc on va pas spécialement parler des troisièmes voies et tout ça. Je vous propose plutôt d'avoir une vision un peu plus élargie sur la mobilité dans le canton de Vaud. Pourquoi est-ce que j'ai proposé ce sujet à toutes les candidates qui passent dans ces émissions? Parce que c'est un des sujets qui ressort le plus quand je dis je vais parler à des politiques, je fais des sondages sur Internet ou comme ça. Quels sont les sujets qui sortent le plus? Évidemment le pouvoir d'achat, évidemment les questions d'égalité, de liberté d'expression, tout ça. Mais une autre des questions, c'est la mobilité qui apparemment a l'air d'être un gros problème dans ce canton de Vaud. Moi-même, je suis usager quotidien des transports publics, en tout cas la semaine, quand je vais travailler sur Lausanne ou autre. Comment est-ce qu'on fait pour concilier à la fois l'offre pour la population, les objectifs en termes de réduction des émissions, tout ce qu'on a entendu? Tout le monde est d'accord pour réduire. De l'extrême gauche à l'extrême droite, on m'a tous dit, on est tous d'accord pour réduire les émissions. Ah ouais, les émissions. Ah ouais, d'accord, les émissions, on est tous d'accord. Tous d'accord. Par contre, on a des visions très différentes de comment il faut y arriver. Donc pour vous, en tant que socialiste, en plus vous avez dit, en plus l'aménagement public, vous avez travaillé dedans, c'est quelque chose que vous connaissez bien. La thématique des mobilités, qu'est-ce qu'il faut faire dans le canton de Vaud pour améliorer? Comment est-ce qu'on gère ce fiasco actuel, ça peut s'améliorer, mais de la gare de Lausanne, avec les retards et tout. Non mais vous voyez, c'est comme la gare principale du canton, toutes les villes sont importantes, mais c'est quand même celle qui drive, qui gère tout le reste, parce que c'est quand même une gare importante. Voilà, votre vision au niveau de la mobilité, et vous avez dit, on ne gère pas ça comme le porte-monnaie, très bien, on investit. Alors très bien, alors on investit où? Alors pour moi, c'est clair que d'abord, on veut lutter, l'environnement, je n'ai pas pu le dire encore, mais pour moi, c'est un thème quand même très important aussi au niveau sociétal, etc. On veut décarboner, qu'est-ce qu'on doit faire? Je crois que le transport individuel motorisé, bien sûr, il y a d'autres thématiques, l'assainissement des bâtiments, bien sûr. Mais il faut clairement aujourd'hui, et je ne vois pas comment on peut faire autrement, diminuer le transport individuel motorisé. Et puis pour diminuer le transport individuel motorisé, il n'y a pas 50 solutions. On ne peut pas tous aller à pied au travail, ni à vélo, même électrique, même à 45 km/h. Donc il faut développer les transports publics. Et on voit que quand on a des transports publics, j'ai la chance d'être présidente des transports publics morgiens, donc je vois bien, et casquette, non, mais qui gère la région, qui gère Morges et sa couronne, donc c'est pas que au centre de Morges. On voit bien que quand on a des transports publics qui fonctionnent, les gens les prennent, mais il faut développer l'offre. Et ce qui est compliqué, c'est qu'il faut la développer évidemment avant qu'on ait les rentrées financières. Et puis, là aussi, c'est une question de politique publique. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et je pense qu'aujourd'hui, les transports publics au niveau cantonal et fédéral, il faut les penser pas seulement dans les grands nœuds. Alors oui, c'est important la gare de Lausanne, mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, la population, elle fait quoi? Il y a quand même une grande marge de la population, qu'elle soit précarisée ou bien même avec les working poor ou les gens qui travaillent mais qui n'arrivent pas à s'en sortir. Ils n'arrivent pas à payer des loyers dans les villes, ni à Lausanne, ni à Morges, ni à Rolle, etc. Donc où est-ce qu'ils vont? Eh bien, ils vont vivre en périphérie. À Morges, c'est Gimel, etc. Et puis là, il n'y a pas de transport public. Mais
c'est des gens qui travaillent et ils ne travaillent pas là où ils habitent. Donc, n'ayant pas des finances qui leur permettent de vivre dans les centres urbains, ils s'éloignent et puis ils prennent leur voiture pour aller travailler. Ce qu'on peut comprendre. Ben oui, bien sûr, ce qu'on peut comprendre. Mais pourquoi ils la prennent? Parce que à Gimel, je ne connais pas, j'avoue, l'offre de transport public, mais à mon avis, elle ne doit pas être très importante. Doit pas être incroyable. Voilà, donc on est obligé de le faire. Or, en développant non seulement une offre sur le réseau, mais aussi des cadences et puis des sites propres, parce qu'il faut évidemment que les bus puissent circuler. Mais je pense que c'est vraiment comme ça qu'on favorisera un transfert modal, donc que les gens pourront abandonner leur voiture pour prendre le transport public. Et pour ça, il faut investir et il faut aussi accepter que développer des transports publics, c'est pas rentable. Je veux dire, on va jamais y arriver. Alors, je sais qu'il y a un article constitutionnel qui dit qu'une partie des transports publics doit être financée, bien sûr, ok, on peut en financer, mais on peut aussi imaginer, on doit le financer aussi avec de l'argent public pour que ça reste une vraie alternative et que ça soit pas non seulement une alternative, mais qu'on ait envie, on prend le transport public plutôt que de prendre sa voiture. Et moi, quand je vois qu'il y a des augmentations, enfin, vous connaissez le prix d'un abonnement général ou même l'abonnement demi-tarif. Le prix abonnement, je le connais bien, ça. Voilà. Pour une famille qui n'arrive pas à s'en sortir, ils font quoi? La voiture, elle a souvent été déjà achetée, le coût, il est moins direct, etc. Donc, on ne favorise pas. Vous avez beau leur dire que oui, mais ça coûte en fait au kilomètre, etc. Mais le calcul, il n'est pas fait comme ça. Donc, il faut aussi, moi, je suis tout à fait favorable à du subventionnement pour une certaine partie de la population, que ce soit les jeunes, les personnes âgées, et pour favoriser, pour moi, il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Si on veut favoriser le transfert modal, donc, on va faire diminuer par là même les émissions de CO2 du trafic individuel motorisé, ça passe par un développement des transports publics. Et ce que je rajouterais aussi, c'est qu'il faut un meilleur partage de la voie publique. Aujourd'hui, il y a à peu près 70% de l'espace public qui est dévolu aux voitures. Vous parlez des infrastructures de transport, là. Non, mais je parle de l'espace public, l'espace sur lequel on circule. 70% est dévolu aux voitures. Si vous voulez que les cycles circulent en sécurité, si vous voulez que les piétons aient envie de marcher, et surtout, si vous voulez que les bus puissent circuler comme en voie propre, en site propre, comme le font les trains, donc soit performants au niveau des horaires, il faut aussi accepter un meilleur partage de cet espace public pour peut-être que les voitures acceptent, comme on l'a fait avec les pistes cyclables, avoir un tout petit peu moins d'aisance sur la route pour que d'autres puissent aussi profiter de cet espace de circulation. Non, ça me paraît très bien. Avantage d'ailleurs, pour l'instant, j'ai envie de dire, dans cette première partie de l'émission, avec ma question, on était dans des dossiers que vous connaissiez particulièrement bien, donc vous aviez la chance et on est très content d'être très à l'aise. On va partir sur des questions qui sont peut-être un peu moins de votre, mais quoique, on ne sait pas, mais qui sont peut-être un peu moins votre tasse de thé. En tout cas, vous n'avez pas plusieurs dizaines d'années d'expertise à faire valoir. Mais il y avait notamment une question qui revenait beaucoup. Beaucoup s'inquiètent en Suisse, qui est quand même un pays de la démocratie directe, de la liberté individuelle, la liberté d'expression, s'inquiètent d'un certain raidissement au niveau des libertés publiques, que ce soit pour des raisons politiques, que ce soit pour des raisons de société, que ce soit pour des raisons même privées. Comment est-ce que vous vous inquiétez ou pas, ou vous trouvez ça très bien, qu'il y ait une espèce de réduction de la parole, il y a eu des interdictions de manifester, et ça touche aussi bien des mouvements politisés à gauche que les mouvements politisés à droite. Donc pour le coup, là, on est sur un terrain neutre. Beaucoup de gens s'inquiètent de ça. Est-ce que vous, c'est aussi un sujet qui vous inquiète ou finalement, non, c'est l'histoire qui suit son cours J'avoue que personnellement, je ne vois pas vraiment de réduction gravissime des libertés publiques. Je pense qu'on a quand même la chance de vivre dans un pays où on peut encore s'exprimer, la presse peut s'exprimer, on peut manifester. Alors après, je pense qu'il y a des ajustements à faire. Je pense par contre qu'on est dans une société où les fronts se cristallisent. Et avec des fronts cristallisés, c'est vrai que ça peut poser des questions en matière de liberté.
Mais, pour certains, hein, je dirais. Et puis la liberté des uns s'arrête là où commence la liberté des autres. Donc pour moi, aujourd'hui, je trouve que, encore une fois, en Suisse, on a la chance d'avoir un certain équilibre. Après, on a vécu quand même des crises. Et je pense que le Covid, bien sûr, tout le monde le dit, hein, mais c'est quand même quelque chose qui nous est tombé dessus et qui n'a pas, et je pense que ça a engendré quelque chose, plusieurs mesures à laquelle les Suisses ne s'attendaient pas. Enfin, je veux dire, si on nous avait dit il y a 10 ans qu'on fermerait les écoles, enfin, je veux dire, nous qui n'avons pas vécu, contrairement à moi, mes parents, la guerre, les grandes crises, etc., on a reçu un coup sur la tête et peut-être que certains et certaines interprètent ça comme des réductions intolérables de la liberté. Mais quand, comme les partis de gauche, on défend un État fort, mais qui s'appuie quand même sur des textes légaux avec des cautèles, hein, évidemment, moi, c'est pas quelque chose qui me choque. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi, et ça, je vais faire le lien parce que vous allez me laisser le faire avec tous les sujets sociétaux, les mouvements MeToo, on n'a plus le droit de rien dire, etc. On doit parler épicène, non, moi je pense que ça, pour moi, ou bien par exemple la liberté de parole par rapport à certaines paroles ou certaines expressions racistes, comme c'est rigolo, moi franchement ça me dérange pas. Qu'aujourd'hui, il y ait quand même un recadrage de ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire. Peut-être aussi que les victimes ou les personnes qui sont potentiellement blessées ont plus la liberté de le dire. Donc, elles ont acquis, elles, une plus grande liberté. J'écoute depuis peu un podcast qui s'appelle, je ne sais plus comment, qui est diffusé par la RTS sur un journaliste d'origine africaine qui a subi je ne peux pas vous aider des injures. Il est très très bien, je ne peux pas prendre mon attel pour vous donner le nom, mais c'est boulevard d'un quartier noir. Enfin, ça se passe à Genève où il s'est fait insulter avec une connotation raciste. Et puis, il développe justement toute cette... Puis, il a déposé plainte, il s'est fait traiter de singe avec des gestes de banane. Ah oui, tu veux des bananes, etc. Il a porté l'affaire en justice. Et puis, pour le moment, les recours ne sont pas encore terminés. La procédure n'est pas terminée, mais la justice genevoise n'a pas reconnu le caractère raciste de ses propos. Mais moi, ce cadrage de la liberté d'expression, pour moi, elle n'est pas problématique. Mais c'est un cadrage. Et puis, la société doit évoluer. Et puis, il y a toujours... On sait très bien qu'on a... Du fait qu'on a une démocratie semi-directe, hein, quand même, avec des textes de loi qui mettent du temps à s'adapter, on est parfois un petit peu en retard. Mais pour moi, c'est pas une problématique que je porte particulièrement. J'avais une dernière question, et si je ne la pose pas, je pense que je me ferai taper sur les doigts. Au niveau de l'égalité, il y a également tous ces débats et cette question au niveau de l'égalité au niveau des animaux, notamment, au niveau des créatures vivantes, du vivant de manière générale, de la biosphère, ne soyons pas exclusifs. Comment est-ce qu'on articule aussi où est-ce qu'on balance à un moment donné le droit des êtres humains, les droits fondamentaux des êtres humains et les droits des animaux, puis qui des fois peuvent rentrer en conflit par rapport à ça. J'imagine que c'est une question qui n'est pas facile toujours à balancer et qui n'est toujours pas très bien compris dans l'espace public. Je pense qu'aujourd'hui, clairement, on voit que l'être humain, c'est quand même comporté comme un être supérieur qui pouvait à peu près tout faire sur le règne animal, mais tout faire aussi sur le règne végétal, avec aucun respect, aucune réflexion même sur l'environnement. Sur le long terme. Et puis aujourd'hui, on se le prend en pleine figure. Je veux dire, le réchauffement climatique, je pense qu'on ne va plus pouvoir... Et pas que. Voilà, exactement. Donc je pense que le respect... Pour moi, c'est une sorte là aussi de retour de balancier. Et je pense qu'il est absolument essentiel de réfléchir à comment est-ce que l'être humain se comporte dans le monde dans lequel il vit et qui ne maîtrise pas et qui ne domine pas forcément. Et pour moi, c'est vraiment une réflexion extrêmement importante
j'ai pas eu le temps d'en parler, mais je pense que l'alimentation aussi, hein, c'est quelque chose qui doit absolument aujourd'hui être réfléchi, non seulement par rapport à son impact sur l'environnement, mais aussi justement par rapport au respect qu'on a du règne animal. Moi, personnellement, j'ai pas une solution. Je peux pas me prononcer comme étant antispéciste ou etc. Mais je pense franchement qu'aujourd'hui, la société ne peut plus faire l'économie de cette réflexion. Et au fond, j'aurais tendance à dire, c'est aussi une de mes valeurs, c'est le respect de l'autre. Mais l'autre, c'est pas seulement l'être humain, c'est pas seulement vous qui est en face de moi, mais c'est peut-être aussi l'animal, c'est peut-être aussi l'arbre que je vais couper, etc. Et puis avoir une réflexion beaucoup plus globale sur notre comportement vis-à-vis du monde qui a changé et que j'espère qu'on va pouvoir encore... sur lequel on va pouvoir avoir un certain retour en arrière pour davantage de respect. Bon, ça a été entendu. Du coup, avant de passer à la conclusion, je passe évidemment à la question surprise. Je vous laisse choisir un petit billet au hasard, me lire la thématique et je vais pouvoir vous poser la question. Alors, génération syndrome du Titanic. Vous êtes la première à tirer cette question. Il faut m'expliquer ce que ça signifie. Oui, ils sont tous comme ça les billets. Je vois surtout les billets sont avec des jeux de mots ou des régions, parce que comme ça, les gens, quelle thématique que c'est? La génération syndrome du Titanic, ça fait référence à un syndrome du Titanic. C'est un documentaire, un livre de Hulot. En France, l'écologiste. Et c'était réflexion par rapport à, depuis l'avènement de la société de la surconsommation, on va rester dans la thématique un peu écologiste, il y a eu ce côté syndrome du Titanic, c'est-à-dire le bateau coule. Le bateau, c'est la biosphère, la planète Terre de manière générale, nos modèles de société. Et dansons, chantons, profitons de la vie jusqu'au bout avant de faire un sauf qui peut. Et c'est vrai que malheureusement, vous parlez de discours écologistes, vous avez parlé de certaines valeurs. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on les entend à chaque débat, à chaque campagne, etc. Plus ou moins bien défendus d'ailleurs, dans les différentes élections, en tout cas dans le monde occidental, ne parlons pas chinois couramment. Comment est-ce qu'aujourd'hui on passe de génération syndrome du Titanic, c'est-à-dire après moi le déluge, c'est-à-dire ça fait 50 ans que je consomme comme ça, il n'y a pas de raison que je change, à il faut qu'on mette, pas seulement qu'on discute des choses, mais qu'on mette en marche vraiment des changements de société. C'est chaque fois des questions qui sont dans cette boîte qui sont des questions de société, qui ne sont pas des questions politico-économiques sur de politiques publiques comme ça, mais plus sur des visions justement, comment est-ce qu'on passe de génération syndrome du Titanic à génération à une génération peut-être qui parlerait un peu plus aux jeunes qui souffrent beaucoup d'éco-anxiété, à comment est-ce qu'on met vraiment en place, comment se passe des mots aux actes. Alors, je pense que c'est une des missions des politiciens et des politiciennes, c'est de se faire l'écho de la société dans laquelle on vit, et de la population qui ressent en effet plus le syndrome du Titanic, mais on n'a pas encore trouvé de nom, mais c'est plus... Sauf qu'il peut. Sauf qu'il peut, exactement. Et je pense qu'il faut clairement... prendre son bâton et puis changer la société. Moi, j'avoue que c'est aussi une des raisons qui ont fait que je me suis portée candidate au Conseil national, parce que ce qui m'effraie, je vais vous dire très clairement, c'est qu'on a encore une grande partie de la classe politique, je ne sais pas si elle représente, quel pourcentage elle représente de la population, mais qui pense encore qu'on va trouver une solution, que tout ira bien et puis qu'au fond on peut continuer droit dans le mur et puis oui, on peut consommer un petit peu moins, mais on peut quand même élargir l'autoroute pour qu'il y ait plus de voitures, etc. Et je pense qu'il faut absolument, alors comme mesure, moi j'aimerais que davantage de jeunes s'engagent en politique, même si c'est pas simple, mais il faut leur donner les moyens. On en a parlé. Nous en avons quelques-unes. Dans Femmes fédérales, il y a quelques-unes, justement, des femmes de 30 ans ou moins qui passent dans l'émission. Oui, mais je pense qu'il n'en faut pas quelques-unes. Parce que si vous regardez la composition des exécutifs et des législatifs, oui, alors il y a des femmes, heureusement, ça a augmenté, mais la moyenne d'âge, elle est quand même pas... Alors, je parle pas pour ma paroisse, puisque moi j'ai 56 ans, mais moi, j'aimerais qu'il y ait des jeunes
jeunes femmes et des jeunes hommes aussi qui portent cette thématique. Or, il y en a beaucoup, en fait, qui sont déjà désespérés puis qui disent non, mais nihiliste, hein, moi, alors en tout cas pas, parce que de toute façon, il n'y a plus rien à faire. Et je pense qu'on doit leur donner la parole. D'où cette question, quoi. Ouais, et puis une des possibilités, c'est porter cette parole, hein, revenir. Moi, je vais revenir à l'actualité. Ce qui s'est passé début juillet en France suite à cet événement, voilà, exactement, vous avez dit le mot, je n'osais pas le dire, mais tant mieux. Et puis, on se rend compte que la majorité des jeunes sont des mineurs. Mais est-ce qu'on écoute? Et puis les propos du responsable de la police lausannoise, il a eu des propos tellement paternalistes, je ne me souviens plus du terme exact, mais je crois que cette jeunesse purée, il faut qu'on l'entende maintenant, il faut qu'on l'écoute. Elle va pas bien, mais il suffit pas... je vous confirme qu'elle va pas bien. Voilà, mais il suffit pas d'engager des éducateurs, de favoriser les psychiatres pour qu'ils puissent... Mais il faut aussi leur prendre des mesures pour qu'ils soient entendus et qu'ils puissent se sentir concernés. Ça passe par l'éducation, la formation, peut-être réfléchir à notre mode démocratique. Hein. Est-ce qu'on peut, dans les communes, par exemple, faire je ne sais plus comment ça s'appelle, hein, des regroupements citoyens, citoyennes, les démarches participatives. Nous, on a organisé à Morges des démarches, ça se fait beaucoup, hein, en aménagement du territoire, des démarches participatives. Et puis, on a de la peine à avoir des jeunes, c'est vrai, mais on a mis des quotas. Et puis, voilà, les quelques jeunes qui se sont inscrits, ils ont été présents. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, c'est un des seuls moyens, à mon avis, pour que cette génération qui n'est pas du syndrome du Titanic soit entendue et puis qu'elle puisse aussi développer ses moyens. J'ai une autre question, justement, pour rebondir sur cette question-là, parce que c'est une question pour éviter, parce qu'on a des fortes tendances à avoir un conflit de génération de plus en plus, malheureusement, je le suis le premier à le déplorer, mais un conflit de génération de plus en plus ouvert en Suisse. Dans les pays occidentaux, mais particulièrement en Suisse, on le voit. Je pense que vous le déplorez aussi. Vous savez quand même que la population, c'est pas une catégorie sociale, mais la catégorie de la population qui participe le moins aux votations, que ce soit pour les objets, ce sont les jeunes femmes entre 18 et 30, 18 et 35 ans, alors qu'elles font partie intégrante de l'avenir de la nation. Et ça, c'est aussi on a des taux de votation qui, des fois, la moyenne d'âge est plus élevée que vous. Ouais, non, mais je sais. Donc, vous faites partie des jeunes encore, madame. Non, mais je sais parce que j'ai dépouillé les votations des élections et j'ai vu. Mais ça, je pense que... À part ça, moi, je ne suis pas d'accord avec le terme conflit générationnel. Parce que je pense que... il faut juste leur donner la parole. Le conflit générationnel, moi, je ne le ressens pas. Mais ce que je ressens, mais ce que je ressens, c'est qu'en effet, on n'arrive pas, mais c'est à nous de nous poser la question. C'est à nous de nous demander pourquoi est-ce que les jeunes, que ce soit des jeunes hommes ou des jeunes femmes, n'entrent pas... Parce qu'il y en a qui entrent en politique, mais c'est une toute petite minorité. C'est une minorité. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à les intéresser? On peut aussi s'interroger quand même sur la formation. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, vous avez déjà... oui, vous l'avez sûrement fait. Vous votez, vous élisez, mais vous avez vu la complexité de remplir une enveloppe de vote. Et franchement, moi, j'ai dépouillé des élections et des votations communales où le canton de Vaud, le droit de vote est accordé aux étrangers. Bon, il faut des sacrées conditions. Et où moi, ça m'affligeait parce que ce que je me rendais compte, c'était que c'était des étrangers qui avaient envie de participer, mais en fait, ils n'avaient pas compris comment voter. Et on devait... Exactement. Et on ne pouvait pas compter ces bulletins. Mais c'est... Ok, ils n'avaient pas compris, mais on n'avait peut-être pas très bien expliqué. Je veux dire, c'est là qu'il faut se poser la question. C'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à inclure les jeunes et ça a été de tout temps, mais je pense que ça ne va pas en s'améliorant. Et je pense que c'est les adultes, les gens d'un certain âge qui doivent aujourd'hui faire l'effort de se rapprocher de la jeunesse et pas le contraire. Pour moi, alors ça, c'est très clair. C'est bien, on a fait le tour de cette question syndrome du Titanic. Du coup, je vais vous poser la dernière question de cet entretien. Vu que, en plus, c'est une bonne occasion, c'est la première campagne fédérale, en tout cas pour ce type d'élection. Si les citoyens, les différents électrices et électeurs du canton de Vaud votent pour vous, sur quoi peuvent-ils compter? Sur quoi allez-vous vous engager? Surtout, pourquoi est-ce que ce serait... je ne vais pas vous dire pourquoi est-ce que c'est mieux de voter pour moi que pour les autres. Ça, c'est pas cet exercice-là. On n'est pas à ce niveau-là. Mais quand même,
voilà, si on pourrait résumer justement votre engagement et un peu avoir un mot de la fin en 2-3 phrases, voilà, qu'est-ce qui serait... Je pense que les électeurs et les électrices qui auront suivi cette vidéo seront assez convaincus de mon engagement, on va pouvoir dire ça comme ça. Vos prises de position sont fermes et affichées. Voilà, ça, on ne peut pas vous moi je pense que pour l'électorat, c'est assez important de savoir pour qui on vote, donc ils sauront pour qui on vote. Et moi, vraiment, c'est des thématiques que je défends absolument partout, au niveau communal, au niveau cantonal, et je les défendrai aussi avec évidemment un autre spectre, puisque c'est d'autres politiques publiques, d'autres possibilités d'agir, mais au niveau fédéral, ça c'est clairement. Laure Jeton pour le Parti Socialiste, merci beaucoup Merci d'avoir participé à cet épisode de Femmes Fédérales et puis bonne chance pour les prochaines élections. Merci.